Du groupe de l'UMP, une motion de renvoi en commission. La parole est à monsieur Jean-Frédéric Poisson. Vous avez la parole, monsieur le député. Mesdames les ministres, Madame et Monsieur les présidents de commission, Madame et Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues. Oui, jusque-là, ça va, comme dit l'autre. Monsieur le rapporteur de la commission des lois, je veux commencer cet examen critique en vous remerciant du travail volumineux que vous avez fourni ces derniers mois. Et tous ceux qui, sur l'ensemble de ces bancs, ont déjà eu cette responsabilité de rapporter pour une commission savent parfaitement la quantité de travail que cela réclame et la disponibilité personnelle qu'il faut y consacrer. Deuxièmement, il me plaît également de reconnaître à votre rapport une grande cohérence. On y voit en effet partout que vous avez parfaitement épousé, si je peux employer ce terme, le projet de loi gouvernemental et que vous avez cherché effectivement par tous les moyens à le légitimer, à l'expliquer et à l'inscrire dans une certaine lecture historique de l'évolution des sociétés. Monsieur le rapporteur, ça ne saurait suffire pour autant à considérer que vous avez traité le sujet dans toutes ses dimensions nécessaires. Je comprends parfaitement que le rapporteur de notre commission donne toute sa place et toute leur place à ses propres convictions. Mais je ne comprends pas que vous ayez évacué purement et simplement de très nombreuses questions, pourtant essentielles, à la compréhension du projet qui nous est soumis à partir de ce soir. Pour étayer mon cheminement, je procéderai en 3 temps, en posant 3 questions. Premièrement, la méthode de travail que vous avez choisie pouvait-elle permettre à la commission des lois de se faire l'avis le plus complet et le plus équilibré possible sur ce projet de loi? Deuxièmement, sur quel principe intellectuel le rapporteur a-t-il choisi d'étayer son travail? Troisièmement, quelles sont les questions essentielles omises par ce rapport et qui pourtant sont centrales dans ce projet de loi et de ce fait auraient largement mérité d'être étudiées par notre commission? J'en viens donc à ma première question. D'une certaine manière, monsieur le rapporteur, on pourrait dire que vous avez démarré de manière surprenante dans la carrière. Je fais référence à cette déclaration dans votre presse locale, quelques jours après votre nomination, où vous déclariez dans une interview au Dauphiné Libéré, je cite, que tous les opposants au projet de loi sont homophobes. Je ferme les guillemets. Avant toute chose, je regrette ici que la jurisprudence n'ait pas encore acté le fait que traiter quelqu'un d'homophobe sans raison constitue une diffamation, mais nous vivrons encore sur cette imprécision pendant quelque temps. De fait, mes chers collègues, cette entrée en matière promettait. Puis vous avez mis en place les auditions. Au bout de quelques semaines est apparu clairement le parti pris dont vous faisiez preuve dans l'organisation de vos auditions et la sélection de vos interlocuteurs. Du reste, la presse écrite nationale devait s'en faire elle-même l'écho, si j'en crois notamment cette citation d'un quotidien paru le 23 novembre 2012, évoquant les auditions du jeudi 2 novembre en commission des lois, et je le cite, « Première surprise, la table ronde du matin, intitulée L'approche juridique, est composée exclusivement de juristes favorables au projet de loi. Seconde surprise, l'absence de plusieurs poids lourds des associations concernées dans la liste des auditions. Pas de Famille de France, ni de Confédération nationale des associations familiales catholiques, ni de la défense de l'enfant, ni l'appel des professionnels de l'enfance, ni Alliance Vita. Contactés, ces 4 mouvements sont unanimes. Ils ont tous demandé à être reçus par la commission et tous se le sont vus refuser, même si par la suite, vous les avez reçus sur un autre mode, monsieur le rapporteur. Je termine la citation et je ferme les guillemets. Quelques-uns d'entre nous s'en étonnaient dans le même temps en alertant informellement le président de notre commission. Nous pensions à l'époque que vous prendriez conscience du caractère éminemment contestable de vos choix. Il n'en a rien été et je suis au regret de devoir dire ici que le premier grave défaut de votre rapport est sa partialité. Vous en doutez? Quelques chiffres suffiront à le démontrer. En examinant précisément la liste des auditions conduites par vos soins, on constate que 2/3 des personnes auditionnées étaient favorables au projet de loi gouvernemental, moins d'un quart d'entre elles y étaient défavorables et 11% avaient exprimé une position de neutralité. Je critique le rapport, monsieur, je n'attaque pas le rapporteur. Un autre signe, il vous a été reproché un jour de n'avoir invité que des juristes favorables au projet de loi gouvernemental dans une de ces auditions, je viens de le dire. Vous avez répondu qu'on ne connaissait pas de juristes opposés à ce projet. Et cela vous avait valu,
En date du 3 décembre dernier, une lettre cosignée par plusieurs d'entre eux s'étant exprimée dans la presse nationale, soucieux de signaler leur existence à leur rapporteur préféré. Il est curieux que vous ayez eu besoin d'un tel rappel à l'ordre pour rétablir, il est vrai partiellement, un équilibre qu'au fond peut-être vous n'avez probablement pas souhaité. Et de telles proportions, monsieur le rapporteur, nous autorisent à mettre en cause votre méthode de travail ainsi que les conclusions auxquelles vous avez abouti. Il est vrai, vous avez tenu à inventer une nouvelle méthode et sur le plan d'innovation, personne ne peut vous faire de reproches. Ne nous méprenons pas, je ne remets pas en cause la diffusion publique par Internet de certaines de ces auditions, mais j'en profite pour dire que je trouve paradoxal, pour ne pas dire d'une certaine mauvaise foi, la conjonction de cette organisation et le reproche qui nous a été fait régulièrement ici, parfois même par des membres du gouvernement, madame le garde des Sceaux, de ne pas participer à des auditions physiquement alors même que tous les moyens étaient fournis pour que nous puissions y assister depuis notre bureau ou depuis les sites Internet. Il y a là quelque chose qui relève d'un argument rhétorique qui n'a pas beaucoup de poids. L'innovation ne s'arrête pas là. Elle consiste dans le fait que, sans doute pour la première fois dans cette belle maison, nous avons été confrontés à 3 niveaux d'audition. Les auditions de première classe, dont les participants étaient annoncés et qui étaient retransmises par Internet. Les auditions de deuxième classe, dont les participants étaient annoncés et qui n'étaient pas retransmises par Internet. Et les auditions de troisième classe, dont les participants n'étaient ni annoncés et qui n'étaient pas retransmises par Internet. Une simple observation permet par ailleurs de constater que dans les personnes et organisations que vous avez reçues presque en catimini, la proportion d'opposants est nettement supérieure aux 22,5% qui constituent le nombre des opposants au total. C'est sans doute un mystère, à moins que ce soit, monsieur le rapporteur, une instruction à charge. Cette partialité évidente se retrouve d'ailleurs de manière criante dans votre rapport et je veux en prendre 3 exemples. Le premier, lorsque vous évoquez l'évolution de l'opinion publique française sur le sujet du mariage homosexuel, vous avez soin de ne citer que les enquêtes d'opinion pleinement favorables à votre thèse. D'ailleurs, pour être certain d'atteindre ce résultat, vous n'en citez qu'une. Et vous conviendrez que, en vous renvoyant aux pages 25, 26 et 27 de votre rapport, la profusion d'enquêtes publiées depuis l'été dernier donne certainement une vision plus nuancée de l'opinion publique et de son évolution à ce sujet. Je trouve extrêmement curieux que vous n'en fassiez pas état. Un deuxième exemple, à la page 41 de votre rapport, lorsque vous posez la question de savoir, je cite, si ouvrir le mariage aux personnes de même sexe est une révolution anthropologique, fermez les guillemets, vous donnez la parole à 3 sociologues, il est vrai tous favorables à la thèse que vous défendez. Et vous donnez vous-même la raison de cet état de fait à la même page 41, quand vous indiquez, je cite, « Votre rapporteur a souhaité interroger à ce sujet 3 éminents anthropologues et ethnologues, ça n'est pas contestable, qui, au cours de l'audition le 31 décembre 2012, ont unanimement réfuté toute idée de révolution anthropologique. » Fin de citation. C'est presque une tautologie. Fallait-il aussi vous indiquer, monsieur le rapporteur, des noms de sociologues qui ne partageaient pas votre point de vue? Habituellement, mes chers collègues, ça n'est pas nécessaire. Visiblement ici, ça l'était. Troisième exemple, lorsque vous essayez de démontrer que le fait de fonder le mariage sur l'altérité sexuelle pourrait être institué comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République, en portant alors la nécessité d'organiser une révision constitutionnelle pour inscrire le mariage pour tous dans la loi, vous convoquez un constitutionnaliste, et un seul, dont vous citez les travaux, page 23. Évidemment, il y est opposé, et vous n'avez sans doute pas trouvé non plus un juriste qui pouvait contredire votre thèse. De fait, monsieur le rapporteur, il n'y avait aucune raison, et j'en viens à mon deuxième temps, pour que la manière dont vous avez organisé votre travail d'audition ne se répercute à point dans le texte de votre rapport. Ce qui m'a le plus frappé à sa lecture, c'est le fait qu'à aucun moment, vous n'interrogez ni le bien-fondé, ni la légitimité, ni les conséquences de ce projet de loi. Vous vous contentez de constater que la demande existe, que de nombreux pays la satisfont déjà, et qu'elle va dans le sens de l'histoire, notion avec laquelle il convient de prendre malgré tout quelques précautions. Tels sont les 3 principes de votre réflexion. Or, monsieur le rapporteur, ces 3 points mériteraient d'être interrogés un par un. Premièrement, personne ne peut nier que certaines personnes homosexuelles demandent à accéder à des droits nouveaux pour elles. Et vous dites à ce sujet, page 24, je vous cite, « Les couples de personnes de même sexe souhaitent être reconnus au même titre que les couples de sexes différents et bénéficier des mêmes droits. » Fin de citation. Mais monsieur le rapporteur, doit-on dire les couples ou certains couples?
Êtes-vous bien certain de pouvoir convoquer ici l'unanimité de la communauté homosexuelle, alors même que de très nombreuses voix au sein même de cette communauté se font entendre pour expliquer précisément que leur droit à l'indifférence passe avant tout par le fait de ne pas avoir accès au mariage? Je cite ici Philippe Arignot, homosexuel et essayiste qui le revendique, dont l'audition a été opérée de manière discrète. Je le cite: « Je suis contre le mariage pour tous au nom de la réalité, de la liberté et du respect des personnes homosexuelles. Elles ont un désir particulier, une identité singulière, une couleur, une originalité, un état de vie, une différence qu'il convient de reconnaître et de sauvegarder. » Fin de citation. Comment pouvez-vous être certain que même une majorité d'entre eux réclament le mariage pour eux-mêmes et l'attendent? Et quand bien même une majorité le réclamerait et l'attendrait, quelle nécessité y aurait-il à répondre de cette manière à cette demande? Les sociétés sont-elles condamnées, en principe, à inclure dans leurs lois les évolutions qu'elles constatent en leur sein? Deuxièmement, il semble qu'on devrait écrire cette demande dans le droit parce que tout le monde le fait. De ce fait, à vous lire, la France contracterait un retard injustifiable sur le reste de la planète en n'acceptant pas ce projet. Ici, monsieur le rapporteur, je dois rendre hommage à votre précision. En effet, vous indiquez, page 27, qu'aujourd'hui 11 pays dans le monde ont reconnu le mariage homosexuel et que ces pays représentent 280 millions d'habitants. En réalité, monsieur le rapporteur, 11 pays sur la totalité des pays de la planète et 280 millions sur la population totale sont loin de constituer une majorité débordante. Troisièmement, il semblerait à vous entendre que ce projet allait dans le sens de l'histoire. Sur ce point, et sans vouloir réduire votre rapport à un seul de ces paragraphes, il ne le mérite pas, on trouve cependant un passage qui le résume parfaitement. Vous l'avez d'ailleurs fort bien fait en haut de la page 41 lorsque vous reprenez à votre compte les arguments de Mme Elisabeth Badinter prononcés lors de son audition. Je vous cite: « Le mariage aujourd'hui n'est plus qu'un pax renforcé. Il a perdu son caractère sacré. Il n'est plus indissoluble. Il ne constitue plus l'autorisation de la sexualité ni le cadre de la filiation. » Fin de citation. Pardon. Dans ces conditions, le couple homosexuel est aussi légitime que le couple hétérosexuel à prétendre au mariage. Fermez les guillemets. Fin de citation. Or, ce que vous décrivez ici, monsieur le rapporteur, ne touche à rien d'autre sans doute que la perception du mariage et certainement pas sa force institutionnelle qui, elle, à mon sens, demeure intacte. C'est l'un de ces aspects sociologiques que l'évolution n'a pas emporté. Pour couronner le tout, monsieur le rapporteur, et j'en viens à mon troisième point, j'ai été très surpris par l'absence totale dans votre texte d'un certain nombre de questions absolument fondamentales posées par ce projet de loi. Certaines de ces questions ont d'ailleurs été abordées pendant la séance de notre commission des lois et n'ont pas reçu de réelles réponses. J'en reprends quelques-unes. Vous dites à de nombreuses reprises, contrairement à ce qui m'a été indiqué par un de nos collègues en commission, que le moteur de ce texte est l'égalité et que cette référence à l'égalité, principe constitutionnel s'il en est, suffit à elle seule à justifier l'alignement des droits des couples de personnes de même sexe sur ceux des couples mariés aujourd'hui. Vraiment, je peine à croire que vous le croyez sincèrement. Quelle est cette nouvelle lecture du principe d'égalité selon laquelle la France ne respecterait vraiment sa Constitution qu'en accordant les mêmes droits à toutes les personnes, quelle que soit leur situation respective? Madame le ministre était-elle réellement sérieuse lorsqu'elle déclarait lors de la discussion générale en commission, au mois de décembre dernier, que toute différence de droit entre les personnes relevait purement et simplement de la discrimination? Faut-il considérer, Madame le garde des Sceaux, que cette interprétation prévaudra désormais dans l'ensemble des directives et des textes qui seront issus de votre ministère? Auquel cas, cela promettrait une belle désorganisation dans l'ensemble de notre corps social, y compris sur un certain nombre de sujets, Monsieur le Président de la Commission, sur lesquels nous ne manquerions pas d'être saisis. Et vraiment, je ne comprends pas. D'ailleurs, j'avais été un peu étonné par cette expression, même si elle provenait d'un poète qui n'est pas celui que vous avez cité tout à l'heure, mais d'un autre poète, je crois que c'était Aimé Césaire. Vous aviez parlé du fait que la République française ruse avec ses propres principes. Il me semble que votre expression était à peu près celle-là, vous me pardonnerez l'inexactitude, lorsqu'elle n'admet pas que deux personnes de même sexe puissent accéder au mariage. Mais connaissez-vous, Madame le garde des Sceaux, une société, une seule, dans laquelle toutes les personnes auraient strictement les mêmes droits? Bien sûr, cette société n'existe pas. Et je suis prêt à admettre que vous ne souhaitez pas la constituer.
Mais alors, mesdames les ministres et monsieur le rapporteur, quelle est la limite de votre argument sur l'égalité? La question vous avait été posée en commission. Au nom de quoi continuer de maintenir les interdictions dans les premiers alinéas de votre projet de loi? Au nom de quoi continuez-vous de limiter à 2 personnes la composition du mariage? Au nom de quoi maintenez-vous certaines personnes handicapées dans l'incapacité de se marier? Et si l'égalité est votre obsession, qu'est-ce qui vous retient d'aller au bout de votre démarche? Bien sûr, du moins je le souhaite, nous partageons cette conviction qu'il n'y a pas d'organisation sociale sans gestion des inégalités. Donc cette affaire d'égalité n'est pas une question de principe et elle ne peut pas être considérée comme telle. Et si ce n'est pas une question de principe, c'est qu'elle est une affaire d'opportunité ou de choix politique. Un véritable choix de société. Et c'est ce choix de société, monsieur le rapporteur, qui nous intéresse. C'est ce choix de société que vous n'avez pas traité. Alors la Déclaration des droits de l'homme indique clairement le chemin à suivre. Son article 1er dit, et je le cite, « Les hommes naissent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Fin de citation. Au point où nous en sommes de notre réflexion, et à la lumière de cet article 1er, en réalité, vous n'acceptez pas que le fait de fonder le mariage sur l'altérité sexuelle est de l'ordre de l'utilité commune. C'est là, Madame le garde des Sceaux, je le crois, le cœur de notre opposition. Je reviens au texte de notre rapporteur pour illustrer ce point. Je cite, « Le Code civil ne contient aucune définition du mariage. Les rédacteurs du Code de 1804 n'avaient pas éprouvé le besoin de définir le mariage, dont la définition allait de soi. Tout est dans l'imparfait. » Fin de citation. C'est moi qui rajoute, tout est dans l'imparfait. Et de continuer en note de bas de page 40, en reprenant la célèbre définition du mariage donnée par Portalis dans le discours préliminaire du projet de Code civil. Le mariage est, je cite, « la société de l'homme et la femme qui s'unissent pour perpétuer leur espèce, pour s'aider par des secours mutuels à porter le poids de la vie et pour partager leur commune destinée. » Fin de citation. Nos prédécesseurs, mes chers collègues, n'avaient pas d'hésitation sur la définition du mariage. Certainement, les mœurs n'étaient pas les mêmes. Sans doute la technologie n'avait-elle pas encore fourni les techniques ou des outils susceptibles de créer, selon le titre d'un ouvrage paru il y a quelques années, un malaise dans la filiation. Mais par-dessus tout, il y avait cette cohorte de convictions sociales, toutes plus fortes et plus enracinées les unes que les autres. Et la première d'entre elles dit qu'au nombre des premières responsabilités de l'homme figure celle de perpétuer son espèce. D'ailleurs, même les représentants les plus éminents des éthiques de la discussion ont fait de cette perpétuation un impératif. Le philosophe allemand Hans Jonas, critique tout autant des éthiques du bien que des éthiques du devoir, formulait ainsi un nouvel impératif catégorique, et je le cite, « Agis de telle sorte que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. » Fin de citation. Ou encore, « Agis de telle sorte que les effets de ton action ne soient pas destructeurs pour la possibilité d'une future vie. » Fin de citation. L'union d'un homme et d'une femme, mes chers collègues, est la seule condition à la fois nécessaire et suffisante pour y parvenir. La pérennité de la société requiert que l'on assure tout ensemble le renouvellement de la génération, la transmission de tous les patrimoines, qu'ils soient matériels ou spirituels, vers ses descendants, et le mariage répond à l'évidence à ces nécessités. C'est aussi la raison pour laquelle la présomption de paternité a accompagné, un peu plus tard, la filiation en tant que telle. Cette manière de considérer l'union de l'homme et de la femme dans le mariage a traversé les siècles, et elle a montré par son efficacité qu'elle méritait d'être appelée une institution. Les générations successives ont appris à lui faire suffisamment confiance pour continuer d'en faire le lieu d'une alliance privée et d'un engagement public. C'est là le premier caractère de cette utilité commune du mariage en tant qu'il est fondé sur l'altérité sexuelle. Le deuxième caractère d'utilité commune est lié à la construction progressive et à l'éducation des enfants. Monsieur le rapporteur, vous avez accueilli pendant votre audition une table ronde de psychiatres et de psychanalystes. Cette audition s'est déroulée le 15 novembre 2012 et lorsque vous évoquez dans votre texte à la page 59 le développement des enfants élevés dans une famille homoparentale, vous récidivez, si je peux me permettre d'employer ce terme.
À nouveau, seuls les points de vue qui concordent avec la thèse que vous défendez figurent dans votre analyse et vous concluez à la page 60 que les seules fragilités présentes chez les enfants élevés dans des couples de même sexe relèvent du regard social porté sur eux. Vous ignorez ainsi les mises en garde présentées par le docteur Lévy-Soussan à propos de toutes ces études qualifiées de convergentes, en dépit même des limites de méthode dont vous signalez l'existence, cependant pour en ignorer aussi vite la portée. Et je ne comprends pas que vous passiez sous silence la critique épistémologique très sèche formulée par de nombreux pédopsychiatres à l'encontre des études sur lesquelles vous semblez fonder votre conviction. Sur un sujet de cette importance et face à tant d'incertitudes, il n'y avait qu'une attitude possible, ne pas prendre de risques pour les enfants en attendant de disposer d'éléments plus fiables d'appréciation. À tout le moins, il semble que jamais personne n'ait inventé de meilleur cadre pour la croissance d'un enfant que celui de son père et sa mère, et qu'en définitive, le mariage n'a jamais fait que transposer sur le plan du droit, tant comme contrat que comme institution, cet état de fait. Le contrat lui apportait la réalité du consentement, l'institution lui apportait l'engagement réciproque du couple et du corps social, et faisait en sorte que la famille, dans la famille, le corps social lui-même puisse trouver des raisons de fonder sa propre stabilité et sa propre pérennité. Voilà où se trouve le second caractère de cette utilité commune et qui achève de fonder la conjonction de ces deux critères équilibrants pour toute la société. L'égalité comme principe, l'utilité commune comme critère d'appréciation, pour ne pas dire critère d'organisation. Il n'échappe à personne, et ceci me permet de répondre en passant à ceux de nos collègues qui se demandaient ce qu'est le droit naturel l'autre jour en commission. Il n'échappe à personne donc que l'égalité comme l'utilité commune s'enracinent dans la nature. Et en réalité, c'est avec cet enracinement que vous souhaitez rompre. L'articulation adoption, assistance médicale à la procréation, mère porteuse, achèvera cette rupture. Vous nous avez dit qu'à vos yeux, cet enchaînement est aujourd'hui moins que certain. Nous avons bien entendu que seul un faible nombre de députés de la majorité étaient favorables à la légalisation des mères porteuses in fine, et je prends acte de la sincérité de votre opposition à cette perspective. Mais de la même façon que j'avais pris acte de la sincérité de Madame le garde des Sceaux Élisabeth Guigou, alors assise à votre place, Madame le ministre, et qui avait, de dénégations énergiques en serments enflammés, juré ses grands dieux que jamais, au grand jamais, la France n'irait vers le mariage homosexuel à la suite du Pax. Ça n'était pourtant pas faute d'avoir alerté, et nous alertons aujourd'hui de la même manière, en redisant que l'adoption ouvre nécessairement la porte à l'assistance médicale à la procréation, laquelle ouvre nécessairement la porte aux mères porteuses. Que vous le vouliez ou non, mes chers collègues, les mères porteuses et leur légalisation constituent la conséquence inéluctable des décisions que vous prenez aujourd'hui et des principes au nom desquels vous les prenez. Ainsi totalement dissociée des capacités biologiques des personnes, votre conception de la filiation instaure de manière définitive un droit à l'enfant dont nos codes avaient jusqu'ici réussi à se préserver à peu près. J'ai du mal à considérer qu'une telle distance à l'égard de la nature, doublée d'une telle volonté de satisfaire toutes les aspirations individuelles, constitue réellement un progrès social. En ce sens, Madame le garde des Sceaux, nous sommes bien dans un changement de civilisation ou dans une révolution anthropologique, pour reprendre l'expression de notre rapporteur, même si par ailleurs il la conteste. D'abord parce que nous voyons bien que des bouleversements de ces notions d'égalité et d'utilité commune n'emportent pas que des conséquences purement juridiques. Mais surtout parce que nous franchissons une limite supplémentaire dans le rapport que nous avons organisé jusqu'ici entre la loi et la nature. À ceux de mes collègues qui se demandaient à nouveau l'autre jour ce que peut bien être le droit naturel, je me permets de lancer l'invitation d'aller lire l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme. L'article 2, mon cher collègue, essayez d'être un peu attentif. Le but de toute société est la préservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Fin de citation. C'est l'article 2. Il est vrai de dire que les pratiques sociales et la technologie ont bousculé notre conception collective du mariage et de la filiation. Il est tout aussi vrai de dire que le législateur s'est parfois senti obligé d'accompagner ces évolutions en tâchant de concilier la force des principes et le pragmatisme des dérogations. Il y a parfois réussi, parfois non. Mais nos institutions ont jusqu'ici préservé, au moins en façade, leur enracinement dans l'ordre naturel, celui-là même qui enseigne que la liberté,
la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression s'enracinent d'abord dans la nature de l'homme. Aujourd'hui, nous quittons cette logique. Vous nous demandez d'accepter que désormais la loi qui trouve son origine dans la nature et celle qui la trouve dans la seule volonté de l'homme aient toutes le même poids et la même importance. Vous nous demandez, pour reprendre une expression utilisée l'autre semaine en commission, de placer sur le même rang la filiation sociale et la filiation biologique, indépendamment par ailleurs de la sincérité et de l'engagement des personnes. Vous nous demandez même de considérer désormais comme primordiale la filiation sociale au nom du fait, je vous cite, que l'amour aurait tous les droits. Et je fais référence au votre propos de la page 40 du rapport. Vous nous demandez d'accepter une fois de plus que la loi ne serve pas à autre chose en définitive que courir après les comportements humains. Madame le garde des Sceaux, vous ne pouvez pas considérer qu'une telle attitude peut valablement constituer un principe ni théorique ni pratique. Sur ce dernier point, je souhaite dire un mot sur l'article 16 de votre projet de loi, à mon avis emblématique de votre texte. Il crée dans le Code du travail un nouvel alinéa appelé article L. 1132-2 et ce nouvel alinéa dispose, je le cite, « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article 1132-1 pour avoir refusé une mutation géographique dans un État incriminant l'homosexualité s'il est marié avec une personne de même sexe. » Fermez les guillemets. Personne ne conteste qu'évidemment, les salariés qui sont dans cette situation ne puissent subir de discrimination. Et j'aurai l'occasion de reprendre en détail l'argumentation dans le courant du débat. Mais cet article, Madame le Ministre, pose un réel problème qui porte sur l'universalité du droit. En effet, il méconnaît l'ensemble des obligations incombant aux employeurs en ce qui concerne la santé et la sécurité de leurs salariés. J'en veux pour preuve la rédaction très claire de l'article L. 4121-1 du même Code du travail, qui dit ceci, et je le cite, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » Fermez les guillemets, fin de citation. À l'évidence, la situation visée par l'article 16 de votre projet de loi entre parfaitement sous le coup de cet article existant. Mais le tort de cet article, à nos yeux, c'est qu'il ne mentionne pas expressément la situation visée par votre propre article 16. De la même manière, nous nous étions vivement étonnés l'été dernier, au moment du débat sur le projet de loi portant sur le harcèlement sexuel, de l'ajout d'un article interdisant les discriminations à l'égard des personnes transsexuelles. Madame le ministre, cet article de votre projet de loi est grave. Il emporte des risques importants parce qu'il fait peser un soupçon sur la réelle universalité de nos principes de droit. Il semble indiquer la nécessité d'énumérer les qualités individuelles des personnes et parfois même leurs attitudes, je le dis, pour qu'elles soient réellement prises en compte par les textes. Il substitue une universalité de collection à une universalité de principe qui est pourtant la clé de voûte de nos codes. C'est assurément la marque la plus certaine de cette inspiration individualiste qui guide ce projet de loi, et ce n'est pas le moindre paradoxe que le côté droit de cet hémicycle rappelle à certaines exigences collectives un côté gauche soudain séduit par la souveraineté absolue et illimitée de l'individu. En conclusion, mes chers collègues, mesdames les ministres, monsieur le rapporteur, sur aucune de ces questions absolument essentielles, vous n'avez souhaité écrire le moindre mot. Il me semble pourtant que, quelle qu'ait pu être votre opinion sur chacun de ces sujets, notre commission aurait tiré grand avantage à débattre au fond sur toutes ces questions. Vous avez à plusieurs reprises rappelé dans votre texte qu'à l'évidence, le Conseil constitutionnel reconnaît au législateur la capacité de légiférer sur le mariage. Il ne manquerait plus que ça, et il n'y a aucun doute sur ce sujet. Mais il n'y a aucun doute non plus sur la dimension parlementaire des différentes questions que je viens d'évoquer, sur le principe d'égalité et sur l'utilité commune, sur le rapport entre filiation biologique et filiation sociale, sur la question de l'universalité du droit et de son écriture, sur le rôle de la loi et son rapport à l'évolution de la société, etc. En choisissant la partialité comme principe d'organisation de votre travail et le simple déroulement des événements comme clé de voûte de votre argumentation, vous vous êtes vous-même coupé de cette possibilité d'aborder en profondeur les questions essentielles posées par ce texte. Et vous en avez par conséquent privé notre commission. Il n'est pas de ce fait envisageable d'engager maintenant ce débat pour examiner au fond ces différents aspects. Et c'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs les députés, mes chers collègues, je vous demande par votre vote
d'adopter cette motion de renvoi en commission. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.